Eh bien, d'abord, bonjour et merci de cette invitation. Alors, je vais vraiment respecter scrupuleusement le temps, donc je vais partir mon chronomètre pour rassurer et ne pas stresser Dominique Restineau, puisqu'on s'est mis d'accord sur le partage équitable du temps. Nous avons 45 minutes, on s'y tiendra. Alors, voilà. Alors, je vais, moi, me borner simplement à vous présenter des résultats. En général, je prends la parole sans slide, mais là, je peux difficilement faire autrement parce qu'il s'agit de vous donner des chiffres, des statistiques. Alors, ça va peut-être paraître parfois un peu austère, un peu aride, mais je m'en tiendrai qu'aux faits, avec quelques éléments d'interprétation, mais que je soumets au débat. Ça fait 10 ans que j'ai créé cet observatoire à Maroc, qui est un peu, je dirais, au sein de l'Université de Montpellier. Je m'intéresse à la santé des dirigeants. Je m'intéresse à la santé des patrons, qu'ils soient agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Parce que j'ai fait le constat il y a 10 ans que ces hommes et ces femmes, qui sont des créateurs d'emplois, qui sont des créateurs de valeur ajoutée, qui contribuent à 10 millions d'emplois au total en France. Et je n'oppose pas, mais les grands groupes, c'est 4,5, et la fonction publique, 5,5. Eh bien, ce monde de la PME, du patron patrimonial, et j'oserais même dire patriotique, ce mot est très fort, hein, c'est la même racine, n'a pas de service de santé au travail. Et je m'étais amusé à dire, il y a 10 ans, il y a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Et c'est un vrai problème. Et donc, je me suis lancé dans ce qu'on pourrait appeler une épidémiologie de la santé au travail, de ces hommes et de ces femmes créateurs, et qui sont quand même des acteurs principaux pour notre pays. Et donc, l'Observatoire Maroc a aussi une chaire à l'université, je dirige des thèses de doctorat, et tout ceci pour le connecter à la science. Et donc, à Maroc, c'est dans un premier temps, je vous l'ai dit, focalisé sur les chefs d'entreprise non agricoles. Et grâce à vous, Monsieur le Président de Serles, eh bien, cet observatoire a l'occasion de s'intéresser aux travailleurs non salariés agricoles, ce qui permet d'avoir une vision beaucoup plus large. Mais du coup, je vais pouvoir aussi faire des comparaisons avec ce que j'ai pu mesurer par le passé. Alors, le premier élément, et c'est une première heureuse surprise, c'est que nous avons constaté, tout à l'heure, vous disiez les agriculteurs sont connectés, mais non seulement ils sont connectés, mais ils répondent aux emails qu'on leur envoie de manière 2 fois plus importante que ce que j'ai pu tester par le passé avec les autres, je dirais, chefs d'entreprise qui ne sont pas du secteur agricole. C'est-à-dire que l'heureuse surprise, c'est qu'on a, alors ça peut paraître trop peu, mais on a quand même 4,81% des agriculteurs de Saône-et-Loire qui ont reçu le message de la Chambre d'agriculture, qui ont répondu, et qui ont répondu en complétude au questionnaire qu'on leur a posé. Le questionnaire prenait quand même une quinzaine de minutes. Donc c'est pas rien, et votre temps est extrêmement précieux. Mais on s'est rendu compte que finalement, quand on vous interroge sur votre santé, eh bien, vous répondez. Et ça nous a permis d'avoir 225 réponses complètes à ce jour. Et je tiens à le rajouter, on n'a même pas fini la 2e et la 3e relance. Alors qu'en général, les taux de moins de 2%, il y a une 3e relance. Hein. Donc, ce qui veut dire que je pense que la 2e relance, on va la faire mercredi prochain, on va certainement atteindre 300 réponses. Ce qui me permet, moi, sur le plan scientifique, de vous assurer que les résultats que nous aurons seront statistiquement significatifs. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on pourra aussi publier ces résultats-là demain. C'est très important, parce que sinon, on est sur des propos, je dirais, un peu de comptoir. J'aime bien, moi, bien asseoir ce que nous faisons. Alors, l'échantillon, eh bien, écoutez, vous voyez les professions, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y a quand même plutôt des éleveurs bovins qui sont quand même très en pointe. On a aussi la viticulture, mais enfin, je dirais qu'on doit avoir certainement le reflet des corps de métier de votre chambre. On a un quart d'agriculteurs qui sont des agricultrices et donc qui ont répondu au questionnaire. Et le 3e point, j'ai fait très simple, hein, la taille moyenne des exploitations, c'est 3,1 salariés en moyenne. Et c'est très intéressant déjà ce chiffre parce que la taille moyenne des PME en général, si je prends la taille moyenne en Europe, on a à peu près 25 millions d'entreprises en Europe, la taille moyenne est de 7 salariés. Alors 7, 3, 1, on peut dire vous n'êtes pas très loin. Non, ça veut dire, mais ça on le savait, c'est que l'agriculture est un secteur beaucoup plus PMiste, je dirais même TPiste
dans l'ordre de l'organisation. Et vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont tout seuls, sans salariés. Et cette variable-là, je l'ai utilisée effectivement pour analyser la santé. Alors, puisque notre temps est limité, j'ai déjà 5 minutes de passé, il ne me reste plus que 17, je vais me focaliser sur une échelle qui est ce qu'on appelle le risque d'épuisement professionnel. Alors, on dit aussi burn-out, mais en général, sur nos questions, je préfère parler d'épuisement professionnel. Et c'est une échelle qui a été conçue par des spécialistes de médecine. Et moi, je reprends cette échelle-là parce que c'est un instrument de mesure qui, dès lors que vous utilisez le même instrument sur plusieurs populations, ça vous permet de comparer de manière, je dirais, rigoureuse. Alors, les questions sont toutes simples. Hein, c'est quand vous pensez à votre travail, est-ce que vous vous sentez fatigué? Alors, certains disent jamais, d'autres toujours. Vous sentez-vous coincé, impuissant, déprimé? Dites-vous, j'en ai marre? Jamais, ou très souvent, ou toujours, etc. Et donc, vous comprenez que du coup, on a un score qui va, je dirais, de 10 à 70. Celui qui répond jamais, bah, il est en pleine forme. Il n'a jamais aucun problème. Celui qui répond, je me sens toujours fatigué, je dis toujours j'en ai marre, je me sens tout le temps déçu. Enfin, vous comprendrez que là, on a un instrument de mesure pour peu que les personnes répondent honnêtement. Parce qu'il y a toujours un petit biais, mais ça, je vous dirai comment, s'il y a des questions, comment on peut effectivement voir s'il y a un biais de ce qu'on appelle une désirabilité sociale. Ce ne sont pas des questions pièges, ce sont simplement des questions qui nous permettent de voir si la personne qui répond, je dirais, si j'ose dire, ne nous prend pas pour des jambons, en quelque sorte. Hein. Et voilà, et ça, on sait faire. Hein. Alors, voilà les résultats que j'ai obtenus en 10 ans de pratique. J'avais commencé avec le CJD, qui est le Centre des jeunes dirigeants, qui est un jeune mouvement patronal, très entreprenant. Le taux de burn-out était à peu près de... Enfin, pas le taux de burn-out, le taux de risque de burn-out était de 9,4%. Puis j'ai fait une étude sur le secteur du bâtiment, qui est un secteur qui n'est pas facile non plus. Hein. Et là, le taux passe à 16,4%. J'ai fait une étude avec la Fondation des entrepreneurs du futur de MMA, où là, avec 2 études différentes, mais on était plutôt sur des commerçants et des artisans, on était à 8,2, 15,4. Et puis plus récemment, je fais un travail avec la CPME, qui est un syndicat patronal que vous connaissez aussi. Et là, le risque de burn-out s'était considérablement augmenté à 26%. Donc ce qui n'est pas rien. Et ce qui montre que d'un secteur à l'autre, ce risque d'épuisement professionnel peut changer. Alors quels sont les résultats que j'ai obtenus pour les agriculteurs de Saône-et-Loire? Eh bien, hélas, j'obtiens le chiffre que je n'ai jamais mesuré depuis que je m'intéresse à la santé des chefs d'entreprise dans votre secteur. Et vous comprendrez pourquoi, quand j'ai été pris en photo tout à l'heure, je n'ai pas fait un sourire. Parce que je me méfie toujours de ces moments où on fait un sourire spontanément à un appareil photo, dont on va certainement parler des résultats que je vais vous parler. Je ne veux pas être alarmiste. Ce n'est pas mon propos. Et j'ai beaucoup apprécié les propos de M. Chalumeau, que j'ai trouvé très, très empreints de volonté et de combativité. Et je crois que c'est très important. Mais je ne fais que constater que quand je prends la même échelle et que ces agriculteurs de Saône-et-Loire répondent, eh bien, j'atteins un taux extrêmement élevé. Alors, j'aimerais maintenant rentrer dans le détail. Quels sont les facteurs de contingence? C'est-à-dire, quels sont les facteurs qui peuvent amplifier cet épuisement professionnel et ceux qui, au contraire, l'atténuent? Et là, je dirais, j'ai 2 principaux résultats. D'abord, des résultats classiques. J'ai distingué les hommes et les femmes. Et là, vous verrez sur la colonne de droite, quand vous avez des petites étoiles, ça veut dire que les tests de différence sont significatifs. Et vous avez dans la colonne du milieu les scores moyens. Donc vous voyez si c'est plus haut ou plus bas. Et quand on regarde hommes et femmes, alors il y a une petite différence pour les hommes, qui semble un peu plus épuisés, mais ce n'est pas significatif. Par contre, quand vous regardez les plus jeunes, de moins de 45 ans, que je compare aux plus anciens, il y a une petite différence, et là vous avez 2 étoiles, et je dirais qui est en défaveur des plus jeunes. Et ça, ce résultat, il est classique. Je l'ai retrouvé souvent ailleurs. C'est-à-dire que l'explication est simple, c'est qu'avec l'âge, je ne sais plus qui disait avec le temps tout fout le camp, ou tout s'en va, mais quand même la sagesse s'améliore. Et ma foi, quand on a connu des crises
mais qu'on a 50 ans, 55 ans, peut-être 60 ans, on sait qu'on va survivre parce qu'on a déjà de l'expérience. Les jeunes prennent parfois plus à cœur ce qui leur arrive. Et donc ce résultat-là est un résultat tout à fait classique et tout à fait normal. On a un taux qui est un peu plus amplifié quand on est plus jeune. Un autre résultat intéressant pour moi qui m'intéresse à l'entrepreneuriat, et je pense que Dominique Restineau aussi qui s'intéresse à ces questions-là, c'est que les créateurs affichent un taux de burn-out plus faible que les repreneurs. Alors, c'est peut-être intéressant de voir que peut-être le fait de... Vous savez, le mot création, c'est un mot religieux au départ, le créateur. Et donc, on dit créateur d'entreprise. Mais on est dans l'espérance, on est dans la création, il y a une dynamique. Et donc, on voit bien que là, c'est un résultat que j'avais déjà observé par ailleurs, qu'on soit dans l'agriculture ou dans tout autre secteur, être créateur, quelque part, c'est aussi se mettre dans une logique, je dirais peut-être plus positive. Voilà, mais ça, c'est une hypothèse d'interprétation que je soumets à la sagacité de votre esprit critique. Deuxième élément de résultat, c'est la question de la solitude. Parce que je l'ai entendu. Et on ne cesse de le dire, un des problèmes peut-être du monde agricole, c'est parfois de souffrir de cette immense solitude qu'on peut lire, je dirais, à corps et à cri. J'ai testé cette hypothèse. Et qu'est-ce que j'observe ? Eh bien, pour tout vous dire, je suis surpris. Je suis surpris pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai par exemple comparé les agriculteurs qui sont seuls dans leur exploitation et ceux qui ont des associés. C'est significatif, mais regardez dans quel sens. Ça défie pour moi le bon sens. Parce que je retrouve auprès des agriculteurs un résultat complètement différent de ce que j'ai toujours obtenu dans le monde entrepreneurial. En général, un entrepreneur qui a des associés, le fait d'avoir une gouvernance partagée, ça atténue le rapport au stress, parce qu'on peut en discuter. Ça sort de la solitude. Là, c'est l'inverse. Le fait d'avoir des associés, significativement, augmente l'épuisement professionnel. Et regardez la deuxième ligne. J'ai pris les associés familiaux. Ben là aussi, je suis au regret de constater, hein, je ne fais qu'analyser les chiffres que j'ai, hein, que quand vous avez des associés familiaux, j'ai l'impression que ça complique les choses. Alors, hein, vous verrez si ça correspond à vos... Je ne veux pas rentrer dans le détail des particularités familiales des uns et des autres. Hein, mais il y a peut-être là aussi, derrière ça, il faudra peut-être approfondir tout ça, des conflits intergénérationnels. C'est-à-dire le jeune qui s'est installé, mais qui, ma foi, parce que c'est normal, les parents sont encore là, les grands-parents sont peut-être encore là, et qui fait que peut-être à un moment donné, on n'a peut-être pas la même vision des choses par rapport à la stratégie d'entreprise, et que ça peut peut-être être parfois un élément d'explication. Un troisième élément, moi, qui m'a surpris, c'est qu'en général, l'entrepreneur ou le travailleur non salarié qui est seul, il a un risque d'épuisement professionnel qui est plus élevé que quand il a des salariés. Eh bien, ici, je trouve l'inverse. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui sont seuls, les agriculteurs qui sont seuls, présentent un épuisement professionnel moindre que lorsqu'ils ont un salarié. Et ça, l'explication que j'en donnerai, c'est qu'on est dans de la TPE souvent. Je vous ai dit 3. En gros, 3. Quand on a 15-20 salariés, le patron de PME, il peut commencer à déléguer. Il commence à avoir un petit staff autour de lui qui lui permet d'avoir des bras droits. Mais quand on a un seul ou 2 salariés, on n'est pas dans une posture managériale classique. Par contre, on a le souci de verser le salaire à son salarié. Je le sais parce que je suis dans cette position. Je suis aujourd'hui employeur associatif. J'ai 2 salariés. Ça ne fait pas de moi Bill Gates. Mais enfin, j'allais dire, j'étais tranquille en tant que fonctionnaire d'État. Et le jour où je me suis mis à entreprendre, ben oui, ce n'était pas que le bruit des motos que j'entendais. C'était aussi le souci de l'autre. Et ça, peut-être que ça peut être aussi un élément d'explication de l'épuisement professionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai surtout travaillé sur de la PME qui avait 10, 15, 20 salariés. Là, on est sur des échantillons plus petits en taille et que donc, du coup, le fait d'avoir un salarié, ça devient un souci supplémentaire. Autre point qui m'a surpris, j'ai pris l'échelle de solitude. Est-ce que dans votre travail, vous considérez que vous êtes très isolé, ni l'un ni l'autre, ou entouré, très entouré ? Cette échelle-là a toujours très bien fonctionné
sur toutes les populations de patrons que j'ai mesurées. Eh bien, ici, ça ne donne aucun résultat. Ce n'est pas inversé, mais ça ne donne aucun résultat. C'est-à-dire que ceux qui me disent qu'ils se sentent isolés ne présentent pas de manière significative un risque d'épuisement professionnel plus fort que ceux qui se disent très entourés. Et enfin, le dernier point, qui m'a également étonné, j'ai pris les situations matrimoniales. Alors, autant vous dire que je n'ai pas découvert, en tout cas chez les agriculteurs de Saône-et-Loire, des taux de célibat qui seraient plus forts qu'ailleurs. Vous savez, souvent on dit le bonheur est dans le pré. Bon, ça donne une certaine image, on va dire. Mais bon, si je compare ça avec les chefs d'entreprise que j'ai comparés sur toutes mes autres populations, on est à peu près sur les mêmes structures matrimoniales. Mais par contre, j'ai tenu compte, j'ai distingué alors célibat, divorcé, séparé, veuf, enfin j'ai pris la totale, et puis marié, concubin, pacsé. Bon, ben là c'est pareil. En général, les gens qui sont mariés ou qui sont en concubinage présentent un risque d'épuisement professionnel moindre que quand ils sont tout seuls. Ben là j'ai rien. Là, j'ai rien. Tous ces résultats me surprennent, mais ils vont tous dans le même sens. C'est que finalement, le grand discours que j'entends, que nous entendons sans arrêt sur la solitude, que j'ai entendu, moi, quand je mesure ça, et que je fais le lien avec la santé cette fois-ci, peut-être sur le plan des affaires, c'est autre chose, mais sur le plan de la santé, eh bien, je me dis, mais finalement, est-ce que le monde agricole ne vit pas parfois la solitude comme plutôt une solitude choisie plus que subie ? Et peut-être même que, en fait, quand on parle de solitude, pour certains, ce n'est pas le bon mot. C'est l'indépendance. Parce qu'après tout, je suis seul. Je n'ai pas de salarié. Je n'ai pas d'associé. Mais je suis indépendant. Et alors là, si on est sur la thématique de l'indépendance, ça change tout. Parce que l'indépendance, c'est une valeur qui est salutogène, qui est bonne pour la santé. Et là, je me suis rappelé, mais ça a peut-être moins de sens aujourd'hui, mais tous ceux qui ont plus de 50 ans se souviendront de ce vieux parti politique qui s'appelait le CNI, mais qui en vérité s'appelait le CNIP. Mais le I, c'était quoi? C'était indépendant. Et paysan. Je crois que le dernier élu, c'était le chanoine Kir. Bon, un sacré personnage. Mais vous voyez, je veux dire, la notion de l'indépendance, qui est une notion quand même assez importante dans le monde agricole, qu'on retrouve aussi chez les commerçants, chez les artisans, hein, eh bien là, je dirais qu'elle joue plutôt un rôle protecteur. Deuxième résultat, et j'ai quasiment terminé. Mais il me reste encore... Je suis scrupuleux avec le temps, alors je ne veux pas non plus perdre. Voilà. Ah oui, bon, il me reste 5 minutes. J'ai pris une deuxième échelle qui est l'échelle du désespoir. Alors, c'est par exemple... alors, il y a des questions positives et négatives. Hein. J'attends le futur avec espoir et enthousiasme. Vrai ou faux? Je ne peux imaginer ce que ma vie sera dans 10 ans. Et puis en bas, mon avenir me semble plus sombre. Il y a une vingtaine de questions comme ça. Et ça, c'est une échelle qui est validée, ça s'appelle l'échelle de Beck, ça permet d'avoir du sens. Qu'est-ce que j'ai découvert? Eh bien, premier point, c'est que ça permet de mesurer la vision que les hommes et les femmes au travail ont de leur avenir. Eh bien, regardez les résultats. Je ne sais pas si ça se voit bien au tableau. On a pratiquement 75% des agriculteurs que nous avons interrogés de Saône-et-Loire qui ont une vision négative. Et seulement un quart qui a une vision positive. Et ça, c'est une autre piste que je propose de ces résultats. C'est que là, après, j'ai fait des corrélations avec le risque d'épuisement professionnel. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Eh bien là, les résultats habituels auxquels on pouvait s'attendre. C'est-à-dire que cette échelle de désespoir ou d'espoir, elle est, je dirais, extrêmement explicative. Alors, comment expliquer peut-être cette forme négative je dirais, de la vision du futur? Je pense qu'il y a peut-être deux explications. Là, peut-être c'est la perte de maîtrise du destin. C'est-à-dire que j'ai bien entendu le fait que beaucoup d'enjeux se jouent à Bruxelles, beaucoup d'enjeux se jouent à Paris, beaucoup d'enjeux se jouent sur les marchés mondiaux, peut donner parfois, à juste titre, le sentiment qu'on ne maîtrise pas totalement son destin. Et puis, je me suis permis un néologisme. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi, depuis 10-15 ans, ce que j'appellerais une agrophobie? Je pèse ça avec des pincettes, hein. Mais quand on regarde le discours sur la viande, sur les pesticides, moi qui viens d'un milieu de pêche, on parle maintenant de surpêche dans la Méditerranée. Enfin, on a comme le sentiment
que quels que soient les corps de métier de l'agriculture, tout devient négatif dans la société. Et alors, je ne prends pas l'exemple des avatars des véganes, qui là, encore les végétariens, on s'en accommodait. Mais alors les véganes deviennent agressifs. Mais tout ceci participe à une société qui renvoie une image de l'agriculture extrêmement négative. Du coup, effectivement, ça peut engendrer cette vision, ce manque de reconnaissance, que j'appellerais cette forme d'agrophobie, peut aussi expliquer ce score que je trouve extrêmement élevé de négativité par rapport au futur. Alors, je terminerai simplement sur ça. Quand j'ai fait les tests, vous ne serez pas surpris, et c'est là où j'ai ce qu'on appelle des 3 étoiles. Alors, ce n'est pas de l'hôtellerie, là, c'est simplement la force de la relation et la significativité. Mais effectivement, les agriculteurs qui ont une vision positive affichent un risque d'épuisement professionnel très, très faible, alors que ceux qui ont une vision extrêmement négative, là, ont le taux d'épuisement le plus élevé. Et je pense qu'on a finalement une meilleure explication que celle de la solitude. La solitude de l'agriculteur, moi, je ne la confirme pas. Et au contraire, je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui sont indépendants et qui, parce qu'ils sont indépendants, se sentent mieux. Par contre, la question de la représentation sociale du futur, là, elle me semble beaucoup plus explicative. Alors, je terminerai, ça va donner une bonne transition pour Dominique Restineau. Quelles sont les pistes à suivre ? Moi, je ne voudrais pas que mes questionnaires deviennent anxiogènes. Parce que je crois qu'il y a une agricultrice qui me disait, j'ai répondu à votre questionnaire, mais dis donc, à la fin, on a le moral dans les chaussettes. Alors, comme on est parti sur un observatoire au long cours, on va travailler ensemble encore pendant 3 ans, ce n'est que le début. Moi, j'ai envie aussi de mesurer des choses beaucoup plus positives, comme la satisfaction au travail, ce que j'appelle les valeurs salutogènes, la maîtrise du destin, l'optimisme, la résilience, l'endurance. Donc tout ceci, on va le mesurer. Mais en tout cas, on va avoir une vision au long cours et on va faire de l'étude longitudinale. Parmi les pistes à suivre également, moi je voudrais, et on va l'expérimenter, quand les agriculteurs sont en risque d'épuisement très élevé, eh bien j'aimerais que demain, on puisse mettre un système d'alerte en temps réel, et on est en train de travailler là-dessus, avec un numéro vert gratuit et direct, qui permettrait peut-être à la personne de trouver une écoute attentive. Et je me suis également rapproché de Agri-Écoute, qui est une très très belle initiative de votre secteur d'activité, qui est à ma connaissance la seule dans le secteur en France. Quand je compare ce qu'a fait la MSA avec la RSI, il ne faut pas toujours comparer, mais la MSA est très en avance. Vous êtes de très très loin, beaucoup plus en avance sur la compréhension de la vie. La directrice est ici. Ah, je ne savais pas qu'elle était ici, mais, et je ne prêche pour aucune paroisse. Mais en tout cas, je peux vous dire, oui, la MSA est beaucoup plus avancée sur l'écoute de ses agriculteurs que le RSI, et je travaille aussi avec le RSI, ne l'a été avec ses commerçants et ses artisans. Et donc, du coup, je me suis rapproché de Agri-Écoute, qui m'a donné la possibilité aussi, en temps réel, quand on décèle comme ça un risque, de donner le numéro à la personne pour qu'elle puisse appeler. Mais pour qu'elle appelle, il va falloir aussi former des préventeurs. Il n'y a pas de prévention sans préventeur. Et ce que je propose, c'est aussi demain, on verra comment, mais faire 2-3 petits séminaires de formation, parce que c'est facile. De repérer le risque d'épuisement pour une personne, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. En une demi-journée, c'est plié. Donc ça, on peut aussi travailler en ce sens-là. 4e point, pourquoi pas aussi faire des séminaires de stratégie. La stratégie, c'est forcer les agriculteurs à la représentation de leur propre avenir personnel. Et quand on fait un peu de stratégie, qui vient du langage militaire, stratosagos, c'est l'art de la conduite des armées. Et là, je regarde monsieur le préfet, voilà, mais de manière très amicale. Voilà, et je sais qu'il y a les gendarmes. Mais c'est vrai qu'on peut s'inspirer aussi de ce discours offensif, non pas pour défendre, mais pour promouvoir. Moi, j'aime bien le mot promotion, plus que défense. En tant que PMiste, j'ai toujours dit, je ne cherche pas à défendre les PME, moi, je veux les promouvoir. Parce que défensif, ça fait un peu poujadiste, si j'ose dire. On dirait qu'on a déjà perdu la guerre. Non, il faut promouvoir ce monde-là, parce qu'il est porteur de grandes valeurs. Et puis, le dernier point, et voyez-vous, j'ai respecté à la minute près, eh bien, je crois que c'est le mentorat entrepreneurial. Parce qu'on constate que ceux qui ont des salariés, ceux qui ont des associés, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans une posture managériale, sont certainement finalement ceux qui souffrent le plus. Et donc, du coup, l'initiative qui est portée par votre Chambre, en associant justement l'Institut du mentorat, est certainement, de mon point de vue, une réponse pertinente à apporter
pour faire en sorte d'essayer de réduire ces formes de souffrance patronale que j'ai pu observer. Je vous remercie pour votre attention.